Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois Victor, CEO de Sunday. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très content d'être là, merci. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Alors d'ailleurs, il me semble que vous allez déménager, c'est ce que me disait Yoel. Alors. Écoute, oui, on a incorporé la boîte il y a 9 mois, on était 2, là on est 250, donc évidemment les bureaux, ça suit la croissance de la boîte, on change régulièrement, tout en essayant de garder des lieux qui soient des lieux... Le but du bureau aujourd'hui dans une boîte complètement remote comme Sunday, c'est de pouvoir se retrouver, c'est de pouvoir passer du temps ensemble. Moi, je suis un immense fervent du remote et je constate malgré tout que quand tu passes du temps avec des gens dans la même pièce et dans un contexte propice, c'est-à-dire dans un lieu qui se prête à ça, tu crées une forme différente de valeur. Donc, moi, je vis à Londres, je suis aujourd'hui à Paris, je viens pas particulièrement pour voir des gens à l'extérieur de Sunday, mais avant tout pour passer du temps avec l'équipe. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que fait Sunday ? Sunday, c'est le moyen le plus rapide au monde de payer au restaurant. Très concrètement, parce que ça concerne tout le monde, tu vas au restaurant et au lieu de lever la main, de se casser l'épaule, d'attendre que le serveur vienne pendant 5 minutes, de lui demander l'addition, qui mette 5 minutes à te l'amener, puis lui demander la machine qui remette 5 minutes à la porter, puis ensuite de diviser en autant de cartes bleues en faisant des calculs sur ta calculette, tu scannes le QR code qui est sur ta table. La première chose qui apparaît sur ton téléphone, c'est l'addition. Ok. Tu peux la partager, tu peux laisser un pourboire, clic, t'appuies sur Pay, c'est Apple Pay, tu fais clac, t'as payé, ça a pris 7 secondes, tu te lèves, tu pars. Comment, petite question comme ça, mais comment le serveur sait que tu as réglé ? Parce que le serveur est déjà... On est d'accord quand même que le gros pain vient du fait que, en général, tu passes plus de temps à attendre ton addition et la payer qu'à attendre ton repas. Donc, comment le serveur qui est surbooké va capter que la table 7 a payé, mais que la 9 a toujours pas payé ? Ça, c'est notre métier. C'est-à-dire que nous, on communique avec le système d'information du restaurant. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va chercher le montant de ton addition. Et on est capable de dire, le système d'information, ça s'appelle le POS du restaurant, on est capable de dire, cette table a payé, elle a partiellement payé, elle a entièrement payé, elle a laissé du pourboire, etc., etc. Elle a laissé une review. Donc, il reçoit un push, en fait, en live. Exactement. Ok. Donc, ça veut dire que tous tes serveurs doivent être équipés, je sais pas si c'est... Enfin, d'ailleurs, vous êtes sur quels appareils ? Est-ce que c'est sous la Apple ? Est-ce qu'il y a du Android ? Non, on se connecte avec tous les systèmes d'information de tous les restaurants. Donc, si tu as un restaurant où il y a des caisses fixes sur des tables centralisées, c'est à cette caisse qu'on renvoie l'information. Si tu es dans un restaurant où chaque serveur a une petite tablette, c'est à cette petite tablette qu'on renvoie l'information. On s'adapte en fait. Le système, quoi. Absolument. Ok. Tu peux nous parler un petit peu, juste nous parler un peu le paysage. Tu disais là il y a 2 minutes que vous étiez 2 il y a quelques mois. Il y a eu aussi plusieurs levées. Je te laisse nous en parler un petit peu. Je peux te raconter l'histoire de Sunday. Ouais. À la base, on est restaurateur. Yes. Alors, moi, je suis pas un entrepreneur de la tech ou j'en sais rien. Moi, je suis restaurateur. Quel restaurant avec un grand S? On a monté avec Tigran, mon associé, le groupe Big Mama il y a 8 ans. Le groupe Big Mama, c'est des restaurants italiens qui sont tous différents. Donc c'est pas une chaîne, c'est plutôt un groupe. C'est-à-dire on est un groupe de gens, à 95% des Italiens. On est presque 2000 maintenant, qui avons cette passion de faire voyager nos clients en Italie. Tu passes la porte d'un Big Mama et t'es en Italie. Pour faire simple, ça te coûte 23 €. C'est ça la promesse de dire on va faire des restaurants bons, pas chers, servis avec le sourire dans un bel endroit. Ce qui est en fait la mission de tous les restaurants du monde. On fait notre métier de manière très traditionnelle et on le fait dans la cuisine et la culture italienne. Notre métier, c'est de partager la tradition des produits, des savoir-faire, des recettes, etc., de l'accueil à l'italienne, à Paris, en italien, à Paris, à Londres, à Madrid, etc., en province. On a commencé en faisant une trattoria, en se disant tiens mais est-ce que ça va marcher ? Puis ça a marché, on a fait une deuxième. Aujourd'hui on a 17 restos, on est dans 3 pays, bientôt 4.
c'est une aventure extraordinaire. Okay. D'abord, c'est une aventure créativement extraordinaire parce qu'on crée des lieux, ils sont tous différents, c'est un métier magnifique, c'est une aventure humainement passionnante, tournée vers l'extérieur, on sert 10 000 clients par jour qui sont des gens à qui on essaie de donner un bon moment. Et dis-toi que quand tu donnes un bon moment aux gens, les gens te le rendent bien. On achète à plus de 200 producteurs en direct en Italie qui sont tous à 100% des artisans, des boîtes familiales avec lesquelles on a depuis lié des relations extrêmement fortes. Et enfin, c'est une aventure humaine fabuleuse en interne. On est maintenant presque 2000. Et la restauration, c'est un métier où n'importe qui est passionné, qui a le sens du travail, mais qui aime les gens et qui a le sens du service, peut réussir très vite et très fort. Et on se retrouve avec des chefs et des managers dont l'âge moyen est de 21 ans dans la boîte. C'est des gens qui dirigent des restaurants qui font entre 50 et 200 personnes, qui font entre 5 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des vraies entreprises dirigées par des nénettes et par des mecs de 21 ans. Pourquoi ? Parce que la restauration, c'est un des secteurs les plus extraordinaires pour la promotion par le travail. Okay. Très rapide, ça dépend absolument pas de tes diplômes, ça dépend pas de ce que tu as fait dans le passé, ça dépend de comment tu as envie de travailler dans le futur. Et en cela, c'est une aventure géniale. Donc, on est restaurateur et pendant le Covid, on s'est dit, il y a quand même un truc qui est incroyablement pénible, c'est de payer au restaurant. Tout le monde déteste payer au restaurant. Mon email, c'est victor.luger@gmail.com. S'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui aime bien payer au restaurant, il faut qu'il m'envoie un email. Pas sûr que ce soit un client, tu crois. Le problème, c'est que on n'a jamais pensé qu'il y avait une alternative à demander l'addition, attendre l'addition, demander la machine, attendre la machine, etc. Puis un jour, on s'est dit, tiens, avec le Covid, on voit apparaître des QR codes sur les tables. Si on met un QR code pour le menu, pour le pass sanitaire, que sais-je, pourquoi on ne permettrait pas aux gens de payer ? Donc nous, en tant que Big Mama, moi pas du tout, en tant qu'entrepreneur de la tech, whatever. En tant que Big Mama, avec Tigrane, on se dit, notre obsession, c'est de donner à nos clients le meilleur moment de leur journée. C'est super pénible de payer. Pourquoi on leur permettrait pas de payer avec le QR code ? On monte le truc avec des bouts de ficelle, on met des QR codes sur nos tables l'année dernière quand on réouvre fin juillet. Okay. Et on crée la version 0 de Sunday, mais à l'époque juste pour nous en interne. 3 mois plus tard, on se rend compte que 80% de nos 10 000 clients par jour payent avec Sunday. Okay. À l'époque, ça s'appelait 30 secondes parce que tu payais, et à l'époque en 30 secondes, maintenant en 7 parce qu'on a amélioré le produit, mais à l'époque, tu payais en 30 secondes et on se dit, c'est quand même fou. Dis-toi que notre clientèle, c'est tout le monde, des jeunes, des vieux, des familles, des couples, des Instagrammeurs, et des petites manouilles, etc. C'est tout le monde. 80% de ces gens, en province, à Madrid, à Paris, à Londres, du jour au lendemain, se mettent à payer avec le QR code. C'est un shift d'usage et de mentalité absolument hallucinant. Surtout à cette vitesse-là. Il a fallu 10 ans pour que les gens prennent le réflexe de commander un taxi avec Uber plutôt que de lever la main. Ouais. Et c'est un très bon parallèle. Mes enfants connaîtront pas un monde où on lève la main pour commander un taxi. Presque même quelque chose, quoi. Mes enfants connaîtront pas un monde où on lève la main pour appeler l'addition. Sauf que ce shift s'opère, que ce basculement, s'opère en moins de 3 mois sur une clientèle aussi large que celle de Big Mama, on était abasourdis. La deuxième chose qui nous avait soufflé, c'est nos serveurs, toutes les équipes en salle adorent. Il y a un truc qui est très dur quand t'es un restaurateur. Ce qui est très dur quand t'es restaurateur, c'est d'imposer quoi que ce soit à tes équipes. Pourquoi ? Parce que la restauration, c'est un métier difficile. Okay. Et moi, je suis là, assis dans mon fauteuil, à dire « Ah, les mecs, ce serait bien que le café, vous le fassiez comme ci, que le tiramisu, vous le fassiez comme ça. » Ouais, mais c'est dur, papa. Donc en fait, si tu veux le faire, viens avec nous. Mais en fait, il faut que tu comprennes ce que c'est que notre vie. Parce que la vie dans un restaurant, c'est très intense. Il se trouve que moi, je suis restaurateur, je passe ma vie dans les restos. Je sais ce que c'est. Et donc, on n'impose rien à l'équipe, mais on essaie de créer tous ensemble les process ou les méthodes, si tu veux, ou les bonnes habitudes qui font qu'on passe tous un meilleur moment, y compris le client. Changer ton moyen de paiement dans le restaurant, si t'as pas d'adoption, si t'as pas l'achat, le buy-in de tes équipes, c'est impossible. Okay. Surtout en période de Covid, où en fait c'est 10 fois plus dur pour tout le monde dans les restos de travailler, parce qu'on n'est pas assez staffé, parce que on te rajoute une norme sanitaire tous les jours, parce que ça y est, il faut demander à chaque client son pass sanitaire, son machin, son truc. Genre c'est beaucoup plus compliqué de faire notre métier que d'habitude. Si en plus j'arrive et que je dis au fait les gars, faut changer le moyen de paiement,
et que l'équipe, il reconnaît pas la valeur, il y a aucune chance que ça marche. Le fait que là, ça ait marché tellement fort en 3 mois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les équipes me disent, c'est génial. Okay. Imagine le temps que tu gagnes en tant que client, et moi, j'ai gagné le même temps en face. J'ai pas porté l'imprimante, j'ai pas traversé toute la salle pour savoir ce que le client voulait, je suis pas retourné chercher la machine, j'ai pas attendu, 3-4 minutes le temps que les 6 ninettes ou les 6 mecs me fassent leur carte de crédit à 13h15 alors que j'ai d'autres clients qui veulent être installés. Tout ça, ça a pris 7 secondes. Moi, j'ai gagné ce temps-là. Et ce temps-là, je peux le réutiliser à faire ce qui me passionne dans mon métier, c'est-à-dire chouchouter les clients. C'est-à-dire que pendant que je n'étais pas en train d'attendre qu'on me fasse 6 cartes bleues, je vais voir la table d'à côté, et à la 14, je leur dis « Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? Vous avez plus d'eau, est-ce que vous en roulez un petit peu plus ? Peut-être un peu plus de pain ? Est-ce que vous avez regardé pour les desserts ? Il faut que je vous explique, on a une nouvelle spécialité aujourd'hui. Voilà le menu. » Mais c'est ça qui est chouette, c'est ça que les profiteurs, c'est ça qui est chouette quand t'es restaurateur. En fait, ce qui est génial quand t'es restaurateur, c'est de donner un bon moment aux gens. Le moment du paiement, tu donnes pas un bon moment aux gens. Voilà. Donc, le client adore. Le staff adore. Je te passe l'étape, mais elle est importante de dire, on a 40% de pourboire en plus en France. Énorme, ok. On multiplie les pourboires par 20 en Italie et en Angleterre. Ok. Bref. Donc, selon les pays, on a entre 40 et x10 40% et x10 de pourboire en plus. C'est colossal. Donc là, on se dit, bon, c'est génial pour les clients, c'est génial pour le staff. Il se trouve qu'en plus, c'est génial pour nous en tant que restaurateurs. Les tables tournent 15 minutes plus vite. Le ticket moyen augmente parce que les gens sont pas pressés. Ils ont le temps de prendre un dessert, ils ont le temps de prendre un café. On a plus le temps de leur expliquer le menu, de les conseiller. Parce qu'en fait, les moments qui comptent, on a plus de contact humain sur les moments qui comptent et on en a moins sur les moments qui sont pas utiles. Bon. T'as su quantifier ce gain de temps, mais du coup gain de CA, quoi? Ah bah, je sais évidemment le quantifier. À la fin de la journée, je prends mon logiciel de caisse et je divise mes tables. Je divise mes tables selon le moyen de paiement. Table payée en cash ou en carte bleue, table payée par Sunday. Je regarde le ticket moyen par personne et je regarde la durée à table par personne. Donc quand je dis que c'est 15% de chiffre d'affaires en plus, que c'est 12% de dépenses de panier moyen en plus, que c'est 15 minutes en moins par table, c'est des chiffres sur des millions de tables. Et en termes de table, pas en termes de panier, en termes de table, t'es capable de servir en pourcentage combien de tables en plus par resto, par jour? Juste stop. Alors ça dépend. Oui, chez Big Mama, oui, c'est 12%. Parce que 15 minutes, ça représente 12% chez nous. Il y a toujours la queue devant Populare? Il y a toujours la queue. Il y a jamais eu autant la queue, c'est-à-dire que le business, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, va extraordinairement bien en ce moment. En revanche, pour nous, comme pour tout le monde, c'est plus dur parce c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de trouver du staff. Donc on fait des chiffres incroyables, y compris grâce à Sunday. C'est juste plus dur parce qu'on a moins de staff et Sunday nous aide incroyablement. D'abord parce que ça facilite les opérations et deux parce que ça augmente la rétention des équipes parce que juste les cerveaux ont un meilleur job. Ils font un truc plus marrant, plus sympa et ils sont mieux payés pour ça. Bref, et donc le dernier argument pour le restaurateur, ça coûte moins cher que la machine à carte bleue. Donc là, on se dit en fait, ce truc-là, c'est génial pour les clients, c'est génial pour le staff, c'est génial pour le restaurateur et ça coûte moins cher. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est win-win-win-win. Quand tu dis ça coûte moins cher, je sais pas si c'est transparent, mais l'opérateur de paiement, c'est qui? Je peux pas te donner des chiffres précis parce que selon que tu payes avec une carte américaine en Amex ou selon que tu payes avec une CB en France, le monde du paiement c'est incroyablement compliqué. Mais pour donner des grands ordres d'idées, le restaurant en bas de la rue, quand il va avoir payé sa banque, Visa, Mastercard, un Génico qui lui loue une machine à carte bleue, la maintenance de cette machine à carte bleue, les frais fixes par transaction, plus les frais variables, ça va lui coûter entre 1 et 1,5%. Et où? La moitié. Ok. Et je reprends un petit peu ce que tu nous as expliqué là pendant quelques minutes. Si je comprends bien, c'est une sorte de spin-off qui a été créé à la base que pour Big Mama, en fait, pour mieux servir vos clients. Alors à l'époque, c'était pas un spin-off, à l'époque, on a juste créé ça. Pas un spin-off. Et puis si tu veux, comme Amazon a créé sa propre boîte de cloud, puis un jour ils se sont dit tiens, on va faire AWS quoi. Donc bah vraiment là, vraiment j'ai pas l'air humble en disant ça. C'est vraiment la honte. Je suis pas humble, mais moi j'en ai conscience. Écoute, à la base, on a créé ce truc-là juste pour nous. Et là, on s'est dit, mais c'est tellement génial comme business model. Et puis là, j'ai tous mes copains restaurateurs qui commencent à m'appeler, qui disent, c'est qui les mecs qui te font ton truc de paiement, là, c'est vachement bien, je vous le voudrais. Et là, je me dis, bah, c'est nous, mais en fait, pourquoi on le ferait pas? C'est une super idée. Et t'avais pas intérêt à garder ça en tant que competitive advantage en interne et être capable de servir. Alors,
c'est probablement pas même la culture en termes de compétition sur le marché. Tu fais la question et la réponse. C'est pas du tout la culture. Je pense que c'est évidemment pas notre culture, mais je pense que c'est pas la culture de la restauration en général. La restauration, c'est un métier où il y a, moi, je dis aucune compétition. Et je crois pas que les autres restaurateurs la vivent. Moi, j'ai fait une école de commerce. Avant ça, j'ai bossé chez Eurocopter au Chili, puis j'étais producteur de musique et éditeur de bouquins. On est arrivé avec Tigrane dans la restauration à 28 ans. On n'y connaissait rien, on connaissait personne. On a été extraordinairement accueillis dans ce métier par plein de gens alors évidemment par des restaurants étoilés ou par des mecs qui ont des boui-boui dans le sud de la France, mais aussi par des gens qui ont des restos à côté de là où on allait en ouvrir, et tout le monde nous a toujours beaucoup accueillis, conseillés, aidés. Il y a énormément d'entraide et de bienveillance dans ce métier de la restauration. Pourquoi ? Parce que la vérité est que, pas juste parce que les gens sont extraordinaires, les gens sont extraordinaires, mais aussi parce que si tu viens et tu ouvres un resto génial à côté de mon resto, ça va juste mieux marcher chez moi demain. Aussi. Donc, il n'y a pas du tout de compétition pour répondre à ta question. Donc c'est le fameux oui, encore une fois. Voilà. Et donc on a déployé ça pour nous. Là, il y a commencé à avoir de la traction. Les gens nous ont dit, en fait, on voudrait ça aussi. Et là, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on le ferait pas? Et là, on a commencé à creuser, à se dire, ça ressemblerait à quoi si on faisait une spin-off? Comment on la financerait? Quel serait l'objectif de cette boîte? Pourquoi on ferait ça? On ferait ça juste parce que c'est un bon business? Moi, j'ai déjà une boîte de 2000 personnes. Je vais pas monter un truc juste parce que c'est un bon business. Big Mama, c'est un bon business. Je me lève pas le matin en cherchant des bons business. Mais en fait, il y a un sens à cette boîte. On va faire gagner 15 minutes de leur journée, bientôt à des centaines de millions de personnes par jour. Et je me dis, waouh, ça, je vais le raconter à mes petits-enfants, c'est cool. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est de la technologie comme je l'aime, comme elle me rend fier. C'est-à-dire qu'on crée aucune addiction. On n'est pas un millième réseau social. On n'est pas quelque chose qui te fait sortir ton téléphone toutes les 3 minutes, alors qu'en fait, c'était un moment à passer avec ta femme, tes potes ou tes enfants. C'est simple, ça prend 7 secondes par jour. Tu es maître de ton identité, de ta data, de tout. C'est quand tu veux, où tu veux. T'es pas dépendant et t'as gagné 15 minutes par jour à chaque fois que tu vas au resto. Et peut-être qu'un jour, demain, on emmènera ça dans les hôtels, et après-demain, on emmènera ça partout dans le retail. D'accord. Et si on crée le PayPal du brick and mortar, je pense que c'est quelque chose qui aura un impact hyper positif sur le monde, que ce soit sur des centaines de millions de gens qui vont l'utiliser, qui vont gagner du temps, qui auront juste une vie un peu plus fluide, comme moi je trouve que j'ai une vie plus fluide avec PayPal ou avec Google Maps ou avec plein de choses que j'aime bien sur mon téléphone. Et pour tous les restaurateurs, les hôteliers, les commerces de quartier, pour qui ça fonctionnera mieux. Et moi je suis très très attaché à l'hospitalité, au retail en général, c'est ma passion. Je trouve ça génial de sortir de chez soi, d'aller dans des vrais magasins où il y a des vrais gens et vivre des vraies expériences. Voilà, donc pour cette espèce quand on s'est rendu compte que cette mission, elle était extraordinairement excitante et que le reach de ce projet, l'impact potentiel, c'était partout dans le monde. Quand on a rencontré Christine, très au début de l'aventure, qui est notre 3e associée, Christine et moi, qui s'occupe des US, on s'est dit, waouh! En plus, on pourrait lancer Day One aux US. C'est complètement fou. C'est totalement, j'allais dire irresponsable, mais c'est complètement fou. C'est une bonne raison pour le faire. Et vous l'avez fait. On l'a fait. Mais on va parler de ça en 30 secondes, juste pour finir dessus. Tu me parles d'une accélération en même pas 3 mois. J'aimerais parler juste du time to market et essayer de comprendre. Et même toi, j'imagine que tu t'es déjà posé cette question. Et ce constat, en fait, tu l'as déjà eu avant le Covid. Est-ce que c'est juste le Covid et le fait d'avoir des menus sur ton QR code, par exemple, qui a fait que les gens étaient beaucoup plus enclins à payer? Il s'est passé quoi, en fait? Et pour moi, c'est vraiment la définition du time to market. Et tu vas nous parler un peu de la croissance qui s'est passée en quelques mois derrière. J'aimerais te dire que je connais ces gens brillantissimes qui étions embusqués cachés là en embuscade, et on a attendu patiemment et paf, on a tiré juste au moment où c'est pas du tout, ça s'est pas du tout fait comme ça. Ça s'est fait complètement par hasard. Moi, j'ai eu un bébé il y a pas longtemps, pendant le Covid, j'étais là, il me réveillait à 3h toutes les nuits. Normalement, je me rendors toujours, et un jour, je me dis, j'avais lu dans la journée des articles et j'avais vu des photos de restaurants à la fois en Chine et aux États-Unis avec des QR codes, mais je te parle de ça en mars-avril de l'année dernière, d'accord? À l'époque, il y a 99% de la population qui ne savait pas ce que c'était qu'un QR code. Aujourd'hui, on a du mal à y croire, mais en mars dernier, 99% de la population, y compris moi, on ne savait pas ce que c'était qu'un QR code. Et là, je vois des photos de restaurants où il y a des QR codes sur les tables. Et à 3h du mat, je recouche mon bébé et je me dis, mais attends, pourquoi on ne permet pas aux gens de payer? Et là, je dis ça évidemment en me moquant de moi-même.
Et là, je suis genre époustouflé par la puissance de cette idée. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui ont cette idée. C'est juste que ça fait 15 ans que personne ne sait ce que c'est qu'un QR code. Tu peux pas tout changer dans le monde d'un coup. Pas apprendre aux gens ce que c'est qu'un QR code, plus changer leurs habitudes, plus les faire payer sur leur téléphone, plus. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on paye sur notre téléphone. Tout le monde a l'habitude, y compris les grands-pères et les grands-mères. Tout le monde achète ses tickets de train sur Voyage SNCF. Donc, plus personne n'a peur de payer sur son téléphone. Du jour au lendemain, le QR code devient absolument mainstream. Bon, mais c'était le moment d'y aller, quoi. C'est comme au surf, il faut se mettre à nager au bon moment, quoi. Si tu nages trop tôt ou trop tard, ça marche pas. Tu parles de QR code, mais ça existe depuis des années, il me semble, en Asie, par exemple, c'est assez populaire là-bas. Je veux dire, même leur pull. Enfin, moi, j'ai passé un an en Chine. Là-bas, tu vois, WeChat, qui est l'équivalent de notre WhatsApp, c'est banni là-bas, évidemment. Oui, ils parlent que de ça. Et du coup, est-ce que vous êtes lancé aussi en Asie? Est-ce que c'était vous vous êtes dit, cette population a déjà adopté le QR code, en fait? Alors, t'as absolument raison. C'est pour ça que je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'en fait, il y a des gens qui essayaient de faire ça partout dans le monde, mais qui étaient totalement sous le radar, parce qu'effectivement, en Asie, ça a toujours été le cas. On a toujours payé par QR code. Moi, je suis jamais allé en Chine, donc j'ai jamais vu ça en action. Depuis, je me suis quand même bien renseigné. Et j'y serais allé, c'était pas aussi compliqué. Alors, en ce moment, avec le Covid, c'est pas parce que les Chinois le font que du jour au lendemain, tu peux le faire ici. Parce que on avait besoin de la Covid pour évangéliser le QR code auprès du grand public. Moi, je me serais pas dit, tiens, Victor Luguer, Tigrane et Christine, avec nos je sais pas quoi et nos couteaux, on va être les gens qui évangélisons le QR code. Ça fait 30 ans que des gens essaient de faire ça, ça fait 30 ans que le QR code existe et ça fait 30 ans que les gens n'y arrivent pas. En Europe. Le Covid l'a fait. Non, on s'est engouffré dans cette brèche-là. Et tu veux peut-être nous parler un peu de l'association avec tes co-founders. Tigrane, ça coule de source, mais du coup, comment vous avez... Tigrane, ça coule de source. Ouais, je peux t'en parler parce que... je dis ça coule de source parce que vous avez fait Big Mama ensemble. Déjà, pourquoi Tigrane et pourquoi Big Mama? On s'est associés quand on avait 28 ans. Moi, quand j'avais 26 puis 27 ans, en parallèle de mon job dans mon ancienne boîte, j'ai essayé de monter des boîtes tout seul en parallèle. Puis à chaque fois, je me suis pris une baffe, deux baffes. Et puis quand tu te prends la troisième, t'as un autre job, t'as un salaire qui tombe, t'es tout seul quand tu te prends la baffe, il y a personne pour te donner une main, pour te donner une restauration ou même pas du tout. À l'époque, je dans l'éducation. Et bon, la troisième baffe, je me suis pas relevé, j'ai abandonné mes projets de boîte. Et puis j'ai eu de plus en plus envie de monter mon truc. Et j'ai appris de ces expériences que je voulais le faire avec un associé. D'abord parce que c'était un facteur clé de succès, je le pensais, et deux, parce que c'est juste plus cool, en fait. C'est exactement comme moi, je suis marié, j'ai des enfants. C'est cool de partager la vie avec ma femme. Ma femme, c'est mon partenaire dans la vie. Et je partage les moments durs, les moments chouettes. Tigrane, c'est comme ma femme dans le boulot. C'est mon partenaire dans le boulot. Et salut poulet. Et donc on s'est dit, ok, on va commencer par se dire qu'on monte quelque chose ensemble. Par définition, à 50-50. Sinon c'est pas un associé, sinon c'est mon boss ou mon employé avec de l'equity. Mais on est associé à 50-50. Ça veut dire que faut qu'on soit tous les deux d'accord pour faire quelque chose. Sinon on le fait pas. On doit se convaincre. Donc on doit s'asseoir à table, on doit discuter. C'est Stéphane Courby qui nous a appris ça d'ailleurs. Il a dit, moi je fais que les trucs à 50-50, c'est vachement bien, comme ça s'il y a un problème, on est obligé de s'asseoir à table et de discuter. Je dis Stéphane Courby parce qu'on a tous les deux travaillé dans son groupe avant. Et que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, beaucoup inspiré, qui nous a été de très bons conseils. Tigrane qui est dans le CEO de Big Mama, hein. Ouais. Et pour autant, vous étiez déjà à 50-50 là-bas. Et toi, t'es CEO aujourd'hui de Sunday. Ouais, alors on a co-dirigé Big Mama pendant 8 ans. Et donc D'abord, on s'est lancé et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on a trouvé notre idée ensemble. Et c'est comme ça qu'on a accouché à Big Mama. Là, on a monté Big Mama, on a tout dirigé tous les deux ensemble. Et on a eu plein de phases dans ces 8 ans où au début, on faisait tout à deux. Et puis petit à petit, le business s'est accéléré. Donc en fait, un peu par défaut, on a commencé à être chacun dans sa ligne de natation parce qu'en fait, on n'avait plus le temps de faire les trucs à deux. Et aussi parce qu'on avait construit de la confiance. Et je sais que quand Tigrane va faire un truc, ce sera mieux fait que si c'est moi qui le faisais. Et inversement, quand moi je fais un truc, j'ai cette pression que je me mets à moi-même de dire, faut que je rende mon associé fier. Faut que quand ce sera fait, ils se disent, Totor, il a bien géré ce truc-là et il l'a fait mieux que si moi je l'avais fait.
il y a une pression très positive, je trouve, de l'association. Je crois qu'on essaie de rendre l'autre fier d'être associé l'un avec l'autre. Donc on a fait ça, et ensuite, après avoir monté Big Mama en France, on s'est dit on va le monter en Angleterre. Moi, j'ai déménagé à ce moment-là en Angleterre avec ma famille pour monter Big Mama en Angleterre. Donc là, Tigran, il a repris toute la gestion de la France, et moi, je suis allé faire vraiment l'expansion dans un nouveau territoire. Puis ensuite, le nouveau territoire est devenu important aussi. Donc là, on s'est repartagé les missions. Moi, je faisais le développement, le marketing, la marque, la bouffe, le design. Tigran, il faisait les opérations et surtout de la vision humaine de la boîte. Tigran, c'est le manager du millénaire. Le type a une vision incroyable de l'humain dans l'entreprise et du sens à donner à ça. Et la culture d'entreprise et de comment on travaille. Et puis ensuite, Tigran est parti en Espagne pour monter l'Espagne. Donc là, c'est toute l'équipe en France qui a vraiment repris la gestion du business. Bref, il y a eu plein de phases. Et quand on s'est dit, tiens, est-ce qu'on monte Sunday, je me souviens que j'appelle Tigran et je lui dis, mais tu sais quoi, il faut qu'on le fasse, ce truc, c'est trop excitant. Et enfin, on était tous les deux excités à l'idée de le faire et de spin-offer Sunday. Mais on s'est dit, tiens, on va recruter quelqu'un. Je lui ai donné quelques centaines de milliers d'euros et puis il va monter ce truc-là, quoi. Entre guillemets, un peu... Comme un startup studio. Ouais, comme un startup studio. Okay. Et puis quand on a commencé à trouver des gens, il fallait quand même que les mecs qui démissionnent, c'était un mec à l'époque, il fallait qu'il démissionne de son job dans une licorne française pour venir bosser avec nous. Il fallait pitcher un peu, fallait donner envie. Je me souviens, je pitch les mecs. En mode, vas-y, lâche ton truc et viens parce que Sunday, c'est ça. Et donc pour la première fois de ma vie, je pitch quelque chose. Je pitch Sunday, qui s'appelait pas Sunday à l'époque, à quelqu'un. Okay. Et à la fin c'était un dimanche, l'hiver dernier, en décembre, je raccroche, je rappelle Tigran et je lui dis, mec, c'est pas lui qui va le faire, c'est nous. C'est trop excitant. En fait, il aurait voulu le faire. Tigran? Non, le mec. Ouais, ce mec. Ah bah le mec, il est avec nous. Ah, il est avec vous. Bien sûr. Vous avez quand même repris. Bien sûr. Ah bien sûr. Co-fondation. Bien sûr. Mais on a décidé avec Tigran que l'un de nous deux allait le faire, en l'occurrence moi, et ça a eu un impact massif sur notre vie en général, sur notre vie personnelle et sur notre vie professionnelle. Ça veut dire que maintenant Tigran, il est seul CEO de chez Big Mama, moi je suis seul CEO de chez Sunday, donc on n'est plus deux, on est chacun dans notre couloir de natation. Moi, je fais un métier en fait très différent parce que maintenant, je dois être un patron à part entière à 360 degrés. Alors, hélas, Dieu merci, non, parce que chez Sunday, on s'est associé avec Christine, donc on a une troisième associée. Sinon, je serais incapable de faire ça tout seul. Vous l'avez rencontrée combien? Christine, je la connais depuis 5 ou 6 ans. Okay. C'est une leader, manageuse, femme extraordinaire, avant tout à titre personnel, qui rayonne, qui a une énergie, des valeurs extraordinairement énergisant et inspirant. Parfait pour les US, j'ai envie de dire. Et qui se trouve être américaine. Ah ok, d'accord, en plus. Okay. Et on pourra revenir sur comment on a eu l'idée de s'associer avec Christine, qui fait écho à comment on a monté Big Mama, qui fait écho à comment on a fait la première fundraise de Big Mama, qui fait écho à comment j'ai rencontré ma femme, qui est dans la vie. Il faut vraiment faire des choses out of the box. Ok. J'ai rappelé Christine parce que ça faisait des années que je lui proposais qu'on bosse ensemble et bon, elle était dans la tech, elle voulait pas du tout faire le truc chez Big Mama. Et là, je reçois une carte de bonne année en janvier de cette année de Christine avec la photo de son mari, de ses kids aux US. Elle était en France pendant 10 ans. Elle est américaine, elle a bossé en France pendant 10 ans où elle était CEO notamment de Mano Mano dans son dernier job. Alors ça, elle était GM chez Zalando. Elle a des gros jobs dans la tech en France. Puis là, elle m'envoie une carte des US. Alors j'appelle Christine, je dis, qu'est-ce que tu fais aux US? Elle dit, ah bah écoute, je t'ai pas dit, je suis parti chez Mano. Et je suis allé aux US, avec mon mec, on voulait retourner aux US, on voulait que les enfants grandissent aux US, moi je viens de là, c'est mon pays. Sans job à ce moment-là, du coup. Sans job. Et juste... Leap of faith. Vous saviez que vous vouliez lancer aux US? Non. Ok. Non. Et là je me dis, et là je me dis, mais attends, c'est génial. Okay. C'est qu'on est en train de monter un truc de ouf. Viens, on le monte ensemble. Moi je le fais en Europe, toi tu le fais aux US. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pas plus que ça sur une foutue carte de bonne année. Ok. Vous l'avez vu en physique ou pas? Non. Tu l'as toujours pas vu depuis le lancement de Sunday en physique? Si, parce que depuis, elle est américaine, donc elle peut facilement voyager entre les US. Enfin, elle peut le plus voyager. Ah oui, ok. Donc elle a 12 enfants en Europe. Ok. Et donc voilà, histoire de fou, mais
Si je te raconte comment on a levé de l'argent chez Big Mama la deuxième fois, Xavier Niel qui est venu bouffer et je lui ai écrit un email disant bah tiens vous êtes venu manger, il se trouve que nous on lève de l'argent en ce moment. Il a dit ah super c'était génial, je suis content de mettre 500 000 balles, pari pas su sur votre prochain deal. Le mec est venu, il a laissé 500 000 balles de pourboire pour faire simple. Et depuis c'est un de nos actionnaires très importants qui nous a aidé, mentoré, accompagné, etc. Donc il y a Felicita, Felicita, etc. Donc voilà, la vie est faite de plein de petits. Voilà, c'est un email, c'est un email que j'ai envoyé ou j'ai pas envoyé. Bon. Donc pour revenir à Sunday, on se dit ok, on va le faire nous, on va spin-offer ça et c'est nous qui allons le faire. Donc ça va impacter la vie de Tigrane et la mienne, et ça va impacter nos boîtes parce que moi du jour au lendemain, je suis beaucoup moins chez Big Mama. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens chez Big Mama qui doivent prendre de la place et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait. Ok. Parce que on a cette conviction que la responsabilité, c'est pas quelque chose que tu peux déléguer. C'est antinomique. Tu peux pas te déléguer de la responsabilité. Okay. La responsabilité, c'est comme une assiette. Tu la prends et puis tu la lâches. Et t'espères que quelqu'un va la ramasser avant qu'elle tombe par terre. Bon, il y a de la confiance quand même, du coup. Exactement. Ouais. Il faut qu'il y ait de la confiance. Mais il y a un moment, il faut lâcher l'assiette. Ok. Et donc, quand je dis, vous savez quoi? En fait, moi, j'ai monté Sunday, good luck, les gars. Et tout le monde s'est dit, putain, mais comment on va faire sans Victor? C'est-à-dire que moi, je bossais 60 heures par semaine chez Big Mama, tu vois. J'espère que je faisais pas rien. Du jour au lendemain, je suis plus là. Et mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont grandi, qui font maintenant des jobs différents parce qu'ils ont repris des trucs que je faisais, qui sont 2 fois plus excités dans leur boulot, dans leur quotidien, parce qu'ils font des trucs différents, passionnants, ils ont plus de responsabilités, ils ont le sentiment que, bah ouais, s'ils sont plus là, ça va se péter la gueule. Et c'est génial pour toute l'équipe, c'est génial pour Tigrane, pour qui c'est un challenge. Maintenant, il dirige la boîte tout seul, tandis qu'avant, on était 2. Un peu comme il y a quelques années, quand je suis parti en Angleterre, du jour au lendemain, il y a un des 2 co-founders qui était plus là, quoi, en France. Vous arrivez à vous challenger l'un sur l'autre sur, enfin, je vais pas dire vos business respectifs vu que, enfin, la gestion de votre business, en tout cas. On se parle tout le temps. Et donc, t'arrives à lui parler de quelque chose de très tech, même si vos clients, c'est des restaurateurs, donc évidemment que c'est lié à Big Mama. Et vice versa. Je lui parle pas de mes enjeux sur comment on architecture la stack technique pour qu'elle encaisse les montées en charge qu'on anticipe d'ici 18 mois, tu vois. D'accord. Mais ça, c'est 1% du business. Il y a 99% du business, c'est de l'humain, c'est du management, c'est des choix stratégiques et tout ça, ça se passe dans l'hospitalité. Tigrane, il y a beaucoup d'avis sur tous ces éléments-là. Ok. Juste revenir sur une chose, moi, c'est le lancement aux US. J'aimerais comprendre, donc du coup là tu parlais avec Christine, on est en janvier l'année dernière. Ouais. De toute manière, il n'y a pas tant de mois que ça qui se sont écoulés, donc comment ça s'est passé? Et donne-nous toujours, enfin si tu peux en tout cas, mais donner quelques chiffres, que ce soit des employés, que ce soit le nombre de clients. Voilà, essayer de comprendre un petit peu. Je te fais l'année 2021. Le 1er janvier, c'est le chef qui est encore loin d'être fini. Le 1er janvier, on décide avec Tigrane qu'on va spin-offer ce truc-là, donc le 4 janvier, je reviens au boulot et je bosse sur Sunday. Bon, là, c'est une boîte tech, c'est un projet tech. Moi, j'y comprends rien. Je suis pizzaïolo au club. T'as aucun skills en tech? Aucun. Donc, t'as entendu UX, UI, même ça, tu... Ah, il y a un moment cette année, en 2021, où j'ai dit à quelqu'un, ça veut dire quoi, UX, UI? Et on m'a expliqué, user experience, user interface, user experience, c'est ça. Ah, ok. Je pense qu'il s'est passé un autre moment dans l'année où j'ai dit, tu peux réexpliquer ce que c'est UX UI? Bon, après, c'est que du jargon. Hein. Oui, c'est que du jargon et ça fait 8 mois et je le maîtrise très bien et voilà, mais t'apprends des mots tous les jours. J'apprends des mots tous les jours. J'adore les utiliser, j'en ai plein la bouche, je trouve ça très rigolo. Mais bon, dans la restauration, on a notre jargon aussi, hein. Donc, en janvier, on se dit, on y va. On n'a pas fait ça pour faire un business de QR code. C'est pas un business de QR code, c'est même pas un business de paiement. Ok. C'est comment on va faire gagner 15 minutes de leur journée à des centaines de millions de personnes par jour. Ça, c'est le endgame. Donc, si ça, c'est là, on va être dans 5 ans. Dans 5 ans, il y a 3 fois 5, 15, je sais pas, il y a 1800 ou c'est pas, il y a 1900 jours qui nous séparent de ça. Je ne suivais pas sur le calcul, mais qu'est-ce que je fais jour par jour dans les 1900 prochains jours pour arriver là? Mais ça, c'est mon game. Ça, c'est mon objectif. Et on rétro-pédale. Et on se dit, si c'est là que je vais être dans 1900 jours, demain, faut que je fasse ça, après-demain, faut que je fasse ça. Et on commence à construire cette vision. Et c'est où que vous voulez être dans 1900 jours? C'est le PayPal, justement, du brick and mortar? Absolument. Ok, mais tu dis que vous n'êtes pas vraiment enfin, c'est un peu paradoxal avec ce que tu viens de dire, où tu dis que vous n'êtes pas une boîte de paiement. Ce que je veux dire par là, c'est que le paiement techniquement
techniquement parlant, le paiement, c'est en train de devenir une commodité. Okay. Il y a 20 ans, le paiement, c'était incroyablement complexe et personne ne le faisait. Il y a même encore 10 ans, on a monté Stripe. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne faisait pas. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais aujourd'hui, il y a des mastodontes qui sont en train de rendre le paiement une absolue commodité. Les Stripe, les checkout de ce monde, etc. Dans 5 ou 10 ans, tu pourras tout faire. Et il y aura 5 boîtes sur le marché qui te permettent de tout faire. Et tu appelles Adyen, tu appelles PayPal, tu appelles Checkout ou Stripe, et ils proposeront tous les services. Okay. De paiement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire quelle est la brique que je peux construire au-dessus pour rendre ça extraordinairement fluide, pour rendre le brick and mortar as seamless as online. Pardon pour l'anglais, mais en français, je pense que ça sonne beaucoup moins bien. Je veux rendre brick and mortar as seamless as online. Et la technologie, c'est pas moi qui vais la faire. Je vais pas compéter avec les Stripe et les Checkout et les Adyen de ce monde. Eux, ils fabriquent cette brique-là. Et moi, je fabrique la couche dessus qui lie les entreprises technologiques pures et dures, B2B, aux retailers, à l'hospitalité, aux restaurants, etc., aux consommateurs finaux. Okay. Et je fais cette brique-là qui crée de la fluidité et qui fait que toi, ta vie, quand tu sors dans la rue pour faire tes courses, elle est juste tellement plus agréable et simple. Ça, c'est Sendel. Donc, en janvier, on commence à construire cette brique. À fin janvier, on se dit, OK, on va pas juste le monter en Europe, on va aussi le monter aux US. Okay. Et le 15 février, on commence à faire un deck. Le 28 février, on avait une term sheet et on close un SIDA. Ça va très très vite. Je pense que nos auditeurs pleurent quand ils s'entendent que t'as levé 24 millions de semaines, mais... Et donc là, on est le 1er mars. C'est des personnes que tu connaissais via Big Mama avant? C'est un mélange de 3 choses. Le premier, c'est le réseau. Effectivement, c'est pas ma première boîte. Je vis à Londres, je connais plein de gens, y compris dans la tech. Donc c'est très facile pour moi de parler à 10 personnes super introduites, voir les bonnes personnes tout de suite. Ce qui est marrant, c'est que cette boîte-là, une première personne à qui j'en ai parlé, c'est des gens de chez Axel et de chez Sequoia. Et des super angels. À l'époque de Big Mama, quand on a monté Big Mama, que j'avais 28 ans, pour parler à ces gens-là, dans mon industrie, il me fallait 6 mois. Là, il m'a littéralement fallu 24 heures. Ça aide quand c'est pas ta première boîte, il faut pas se mentir là-dessus. Je veux pas, je pense que c'est intéressant de raconter ce qui a été facile et ce qui est difficile. Il y a des choses qui sont tout aussi difficiles, voire plus difficiles quand t'es second time entrepreneur, quand t'es first time entrepreneur. C'est quand même pas pareil. Donc, c'est évidemment facile parce qu'on avait du réseau. La deuxième chose qu'on avait, c'est, il faut pas se mentir, une forme de crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a du track record, il y a un mec qui te raconte qu'il a une vision, il a jamais rien fait, ou il y a un mec qui te raconte qu'il a une vision et il sert 10 000 repas tous les jours de manière consistante dans 4 pays. Tu lui donnes plus de crédit. Et donc là, les gens se disent, ils savent exécuter. Et la troisième chose, c'est, bon, mais est-ce qu'il a la bonne vision? Et je pense que le fait qu'on soit restaurateur, plus beaucoup de chance, on pourra en parler sur la suite de l'année 2021, fait que on présentait une vision qui est peut-être pas une si mauvaise vision que ça. En tout cas, c'est une très grosse idée. J'espère et je crois que la vision qu'on avait en février, elle n'a pas changé, on n'a pas pivoté cette année, on a globalement rien changé. On est le 1er novembre, on n'a rien changé début novembre par rapport à la vision qu'on a développée en janvier-février. On l'a juste approfondi, mais il n'y a rien dont on soit dit. Il y a rien dont on soit dit qu'en fait c'était pas la bonne idée. Ouais. Et ça explique aussi l'accélération de cette année parce que combien de fois j'ai changé d'avis chez Big Mama, on se lance dans un resto, puis en fait on change le concept, puis en fait on rechange le design, et puis on repère 6 mois, et puis on repère 1 an. C'est arrivé 1000 fois. On voulait ouvrir l'Angleterre, on voulait le faire pour 12 mois, ça nous en a pris 36, tu vois. Okay. On va pas toujours aussi vite parce que parfois t'as pas la bonne idée. Parfois tu pars de travers et puis tu te rends compte au fil du temps qu'en fait c'était pas la bonne direction, donc il faut tout rechanger, tu perds 6 ou 8 mois. Là, par chance, parce que chez Big Mama, on continue de se planter sur des restos où en fait on rechange tout. C'est pas que maintenant on fait toujours juste. Il se trouve que sur ce coup-là, je pense qu'on a eu tout de suite la bonne vision. Donc on arrive sur le marché avec du réseau, du track record, une
très très grosse idée sur un énorme marché. Une V1 même, enfin, de ce que vous aviez déjà. Et on avait des chiffres, donc on appelle ça un seed. On avait quand même des chiffres, on l'utilisait tous les jours dans nos restaurants. Donc on avait une intuition qui était soutenue par des chiffres, et on a dit ce truc-là, quand on va le roll out chez d'autres gens, ailleurs dans le monde, ça va être génial. Comme on avait du track record et du super réseau, on a fait un très gros seed. Et là, ce qui s'est passé entre le 15 mars et l'été, c'est qu'on y est allé à fond la caisse. 24 millions aussi, qui a été en tout cas mentionné comme le plus gros seed France, c'est sûr. Je crois que peut-être même Europe, ou si je dis pas une bêtise, mais en tout cas... Ouais, tu sais, le FT dit que c'est le plus gros site d'Europe, j'en sais rien, il y aurait toujours, enfin, il y a encore personne qui m'a dit qu'il en avait fait un plus gros, mais c'est pas la question, enfin, c'est pas, pardon, mais c'est vrai, c'est pas un concours de kékette, tu vois ce que je veux dire, mais ça quantifie le fait que c'était un gros site, et c'est certainement pas un critère de succès, c'est-à-dire qu'on avait des slides et qu'on tournait dans 9 restaurants chez Big Mac, tu vois, ou en 10 restaurants, donc c'était pas, je prends pas du tout ça comme une validation, et j'ai jamais fait partie de ces gens qui apprécient les boîtes par les montants qu'elles lèvent. On apprécie les boîtes par la valeur qu'elles créent, et ça c'est pas en euro levé. Quand tu lèves 24 millions auprès de VC, t'as quand même avec ce jargon, c'est renoué, ton burn, etc. En gros, t'es quand même censé avoir un plan sur au moins 24 mois. Conventionnellement, peut-être que c'est pas le cas, et la preuve est, vous avez relevé 3 mois plus tard. Donc juste, j'aimerais comprendre, en fait, les 24 millions, c'était pour accélérer sur quoi? Sur la tech, créer un produit incroyable? Est-ce que c'était investir sur la force commerciale? Alors, 24 millions, c'est beaucoup d'argent parce qu'il faut faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut construire le produit et la tech. Et quand tu l'utilises en tant que client, tu payes avec Sunday et tu te dis, mais c'est complètement débile, ce truc. C'est-à-dire que c'est un V1 était moche. Non, le V1 était super, mais un enfant de 5 ans comprend. Et mamie comprend, les gens de 60 ans et plus payent avec Sunday très facilement. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement, pardon, le mot anglais, c'est seamless, quoi. C'est vraiment tout simple. C'est tout bête. Voilà. Et c'est tout bête, donc ça peut pas être très compliqué. En fait, c'est très compliqué. Plus ça a l'air bête, plus c'est compliqué. Et en fait, on fait parler des téléphones qui sont maintenant des terminaux de paiement, avec des systèmes d'information de restaurants qui sont tous différents. Juste en France, il doit y en avoir une cinquantaine. On est lancé aujourd'hui, on est dans 5 territoires, aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, en Espagne. Sur ces 5 territoires, il y a plus de 300 logiciels de caisse. Ils sont tous différents, ils ont tous des API différentes, il faut se connecter avec chacun d'entre eux, et qui une API qui autorise ci, qui une API qui autorise pas ça, qui celui qui est connecté à Internet en permanence, qui le logiciel qui ne l'est pas, enfin, tu dois le traiter avec les 300 opérateurs différents? Non, on commence par les plus gros, évidemment, il fait les 80-20, mais oui, c'est sûr, oui, on parle à chacun d'entre eux. Oui, ok, d'accord. Juste l'équipe chez nous qui parle au logiciel de caisse et qui se connecte au logiciel de caisse, ça fait 9 mois qu'on est lancé, c'est 45 personnes. Et ce sera plus de 100 personnes dans 3 mois. C'est juste les gens qui parlent au logiciel de caisse. Ça représente un tiers, en gros, de vos effectifs, un peu moins peut-être? Un petit peu moins, mais oui. Ok. Oui, c'est juste cette petite part. Il faut construire le produit et le paiement. Ok. 99% de réussite dans le paiement, c'est pas un bon chiffre. Ok. Et 99% de réussite dans la restauration, c'est pas un bon chiffre. Si t'es serveur, c'est tellement dur, c'est tellement intense, ça va tellement vite, tu veux des trucs qui marchent 99,9% du temps. Et dans le paiement, tu crées de la confiance, c'est l'argent des gens, tu veux un truc qui marche 99,9% du temps. Donc la barre est très très haute. Si tu veux vraiment changer les usages et faire accepter ton produit à des centaines de millions de personnes par jour, il faut un truc qui soit absolument seamless. C'est quoi votre success rate dans ce point de vue? Aujourd'hui, on n'est pas loin de 99%. Ok. Et c'est encore au top, selon ton objectif et tes exigences. C'est encore au top, selon mon objectif et mes exigences. Et après, ça dépend des logiciels de caisse. Il y en a avec qui ça fonctionne mieux qu'avec d'autres, etc. Ça dépend des moyens de paiement, ça dépend, etc. Donc, gros investissement quand même sur... Donc, c'est une boîte tech, hein. C'est une boîte tech. On produit dans la restauration, tu peux faire ce que tu veux, il faut que la bouffe soit bonne. Tu vois ce que je veux dire? On dit toujours que faut que ce soit bon, mais qu'il y ait un super service, un super design, une bonne musique, et que la clim soit bien. Enfin, tout ça, ça commence par, il faut que la bouffe soit bonne. Okay. Il faut que les paiements, ils passent, quoi. Il faut que la tech, elle marche. Tu peux raconter ce que tu veux. Après, c'est de l'extra mile, mais il faut que la tech, elle marche. 2, on a dit, on lance cette boîte nativement dans 4 territoires. Ce que j'ai appris chez Big Mama, et j'ai pas eu de surprise dans la tech, c'est que 4 territoires, c'est 4 boîtes différentes.
Les cultures différentes, c'est des cultures différentes, langues différentes. Les gens pensent différemment. Les taxes sont pas les mêmes. Les agents parlent des taxes sur l'addition, les pourboires. Donc, produit n'est pas le même. La manière dont tu le communiques n'est pas la même. La manière dont tu le vends n'est pas la même. La manière dont tu parles au restaurateur n'est pas la même. Les logiciels de caisse avec lesquels tu te connectes ne sont pas les mêmes. Les boîtes qui te processent les paiements par derrière ne sont pas les mêmes, etc. On a lancé 4 boîtes d'un coup. Donc, si tu veux pas partir en burn-out, toi, avec le reste de ton équipe, t'es obligé de te staffer tout de suite avec des gens extrêmement forts partout. T'as des GM de chaque pays? J'ai des GM de chaque pays, j'ai des énormes fonctions centrales qui développent tout ce qui est paiement, data, loyalty, tech, produits, marketing, commercial, sales. J'ai évidemment des forces de vente dans chaque pays, etc. C'était quel pays le plus galère à lancer? Je sais pas, c'est peut-être en fonction de la tech qui est peut-être archaïque sur... Ça a été les premiers mois cette année, ça a été aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de Big Mama. Ouais. Donc quand t'arrives en Europe, tu dis regardez, ça marche chez Big Mama. Les gens ils vont effectivement, ils ont pas obligé de le croire sur parole. Ils vont dans le resto, ils sont pas obligés de me prévenir qu'ils y vont. Ils regardent comment ça marche, ils demandent au serveur au fait vous en pensez quoi? Ils demandent à la table d'à côté, ils voient que tout le monde adore et ils l'utilisent eux-mêmes et ils disent mais c'est génial. Une fois que tu l'as utilisé, tu te dis mais there is no way back. Okay. Aux États-Unis, il y avait pas une table dans tous les États-Unis où tu pouvais le tester. Donc onboarder les premiers restaurants, ça a été plus long. Maintenant qu'on les a onboardés, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Bon. Donc, on est le 1er mars, et là on se dit, ok, maintenant, c'est nos limites. Il se trouve qu'on a scalé chez Big Mama à l'international, on a de l'expertise de ça, on connaît plein de gens, et donc là, on recrute. Et aujourd'hui, on est au début novembre, on est 250 dans la boîte, on a vendu à plus de 2000 restaurants. Ok. Ça représente 2 milliards de GTV. Ok. Tu as eu un churn ou pas sur cette période? J'ai eu... J'imagine qu'il est un peu inévitable, mais j'ai eu un restaurant. Parce que tu sais pourquoi? Ouais, parce que il a mis la solution, ensuite il l'a arrêté parce que 80% de ses tables étaient en terrasse, et pour des raisons de process interne, de machin bizarrement gérés, ils arrivaient pas à remettre les QR codes sur les bonnes tables à chaque fois, etc. J'ai plus de 1000 tables en terrasse live aujourd'hui, ça pose pas de problème, donc c'est un cas très particulier. Okay. Et je suis parlé d'ailleurs des employés, je me posais la question, t'en as de chez Big Mama qui sont rentrés chez Sunday après? Même si c'est des business qui n'ont rien à voir, mais c'est pour des skills, tu vois, des soft skills. Ouais, j'ai 2 personnes. Il y a Yann, qui était CTO de Big Mama et qui a développé la V0 de ce truc-là avec la bite et le couteau l'année dernière. Avec Sense qui est rentré et qui est venu chez Sunday. Il y a Abraham, qui était un patron de resto chez nous en Espagne. Et il fait du produit. Enfin, il en fait du produit, mais si, parce qu'en fait, il a cette mentalité de restaurateur, il comprend ce que c'est que d'être restaurateur et il nourrit énormément le produit de la vision restaurateur. Ok. Voilà, cette boîte, elle marche avant tout parce qu'on est restaurateur et qu'on comprend ce qui se passe dans un resto. Et qu'on n'arrive pas en expliquant à des restaurateurs, tenez, c'est comme ça que vous devriez faire. Non, les mecs, ça marche pas comme ça, en fait. Nous, on est restaurateurs, ça fait des milliers d'années qu'on fait ce métier. En fait, on sait ce dont on a besoin. Et soit vous rentrez dans une chaussure, soit en fait, ça va pas marcher votre truc. Et nous, on est restaurateurs, donc on comprend ça. Voilà, donc ça, c'est l'année 2021. Donc là, on se met à recruter. Et après, je peux vous parler de comment on a recruté aussi vite et quels ont été peut-être les facteurs clés de succès de ce truc-là. Ouais, en fait, comment tu scales en quelques mois, hormis l'argent? Est-ce qu'il y a c'était quoi le plus gros challenge? C'était des process, tu me parles de remote, j'ai l'impression que ça, vous le gériez plutôt bien. Mais qu'est-ce qui t'est paru plus dur que ce que tu avais pensé à la base, que ce que tu avais pu voir chez Big Mama, qui était totalement différent chez Sunday? En termes de business, il n'y a pas eu de truc très dur parce que tout va hyper bien. Les portes, elles s'ouvrent les unes derrière les autres, c'est ça que ça cartonne. C'est pour ça aussi qu'on a relevé tellement d'argent à l'été, c'est parce que il y a énormément de traction et ça se passe très bien. À titre personnel, ce que je trouve le plus challengeant, pardon, c'est vraiment un mot horrible, c'est du franglais, mais ce que je trouve dur, si tu veux, ou... Ouais, t'es un entrepreneur de la tech, t'as le droit de citer. Quand tu grossis à cette vitesse, ouais. L'ultra-croissance, c'est un processus actif. C'est-à-dire que il faut que moi, je change tous les 3 mois.
de personnalité, de personnes, de réflexes, etc. pour accompagner la boîte. Et il faut que tout le monde dans l'organisation le fasse. Okay. Donc c'est tous les 3 mois te dire qu'est-ce que je vais changer chez moi, qu'est-ce que je vais changer dans ma manière de faire, dans mon hygiène de vie, dans mes routines, dans mes réflexes, dans mes manières de manager, de parler, de penser, dans mon organisation personnelle pour accompagner la croissance de la boîte. On était 2, on est 250, on sera bientôt 500. Ça va à une vitesse qui fait que si je veux continuer à être le CEO de cette boîte, à la fois à donner la vision, à dessiner le chemin, à donner du focus et de la clarté à tout le monde, à donner de l'excitation de travailler dans cette boîte à tout le monde, à continuer à faire venir des talents de l'extérieur parce qu'ils se disent tiens, je vais apprendre des choses, je vais grandir chez Sunday. C'est un défi pour moi avant tout. Il faut que moi avant tout je montre l'exemple et que je grandisse, que je change, que j'évolue, que j'apprenne. Aujourd'hui, j'ai la moitié de mon équipe qui est aux États-Unis. Je suis patron d'une boîte américaine. C'est d'autres méthodes de management, c'est d'autres manières de parler, c'est d'autres manières d'écouter, c'est d'autres manières de convaincre, c'est d'autres manières de collaborer. Je trouve ça, c'est la raison pour laquelle on a monté Sunday aussi. C'est pour cette espèce d'aventure personnelle. Oui, c'est dur, c'est comme faire du sport ou c'est comme si c'était pas dur, ça aurait moins de sens. Et ça a du sens aussi parce qu'on se fait violence à devoir être une meilleure personne, un meilleur individu à 360 degrés tous les jours. Et c'est, je pense, la forme de communication entre le champ professionnel et le champ personnel. Le champ professionnel, en ce moment, impacte massivement quel individu je suis. Je dirais que ça donne du sens à mon job parce que Big Mama, c'est une boîte qui tourne super bien, qui est extrêmement excitante avec plein de projets. Pourquoi on a fait Sunday en plus? Parce que ça nous apprend encore d'autres choses et ça nous fait grandir. Ça nous apprend de l'humilité. Et super, t'as monté Sunday, en fait, concrètement, déjà financièrement, je pense que tu n'en avais pas besoin. Big Mama marchait très bien, déjà. À l'époque. Enfin, même aujourd'hui, mais l'objectif d'avoir monté Sunday, tu disais que t'avais une vision globale. Je peux te parler peut-être un peu avec mon cœur là-dessus. J'espère que je vais pas dire de conneries, mais vous avez pas il faut des moteurs quand tu, quoi que tu fasses. Ouais. A fortiori, pour créer, pour être entrepreneur, pour être patron de boîte, il faut des moteurs, faut un truc pour te lever le matin. Quand on a monté Big Mama, on avait 28 ans. Moi, j'avais un ego gros comme une montagne qui avait besoin d'être nourri parce que j'avais jamais rien fait de ma life. Je voulais être entrepreneur et puis je voulais réussir et puis je voulais avoir monté un business. Alors je voulais réussir d'abord. Alors déjà tu montes un resto et les gens disent qu'il est cool. Alors déjà ça nourrit ton ego, tu vois. Alors déjà t'es content. Et puis ensuite on s'est dit bon maintenant on voudrait s'assurer que c'est un vrai business pérenne et sain et rentable. Ensuite on monte un deuxième, un troisième et ça fait un vrai business sain et pérenne. Alors ça c'est un deuxième achievement. Puis un jour t'as une pleine page dans le journal et il y a ta grand-mère qui t'appelle et qui dit j'ai vu ça et tout, c'est génial. Alors c'est pareil, ça c'est des cases que tu coches. Et puis un jour tu te rends compte et tu travailles dur pour créer une entreprise qui a une culture de dingue où on a le turnover le plus faible de la restauration où les gens sont heureux et grandissent. Pareil, tu coches une case. Et là tu te retrouves à dire bon ok maintenant pourquoi on se lève chez Big Mama parce qu'effectivement et puis un jour ça commence à être une vraie boîte qui gagne de l'argent. Tu me dis tu gagnes de l'argent. Globalement, ça se met à bien se passer financièrement pour toi. Et c'est autant de drivers qui tombent, en fait. Et tu te rends compte à 30 ans que c'est juste gagner de l'argent ou nourrir ton ego ou avoir un article dans le journal, c'est plus ça qui te drive. Et que c'était bien. Et je reconnais vis-à-vis de moi-même que ça ait pu être des drivers et quand c'est plus ça le driver, pourquoi tu te lèves le matin? Chez Big Mama, c'est extrêmement clair. Chez Big Mama, c'est de l'aventure humaine. Et comment on grandit tous, que ce soit le plongeur qui a traversé la Méditerranée, qui est arrivé sans papier ici, et 2 ans plus tard, il a des papiers, il a un vrai loyer, il a un vrai appart, il peut rentrer chez lui au Mali 3 fois par an, que ce soit Enrico qui a commencé chez nous à servir le café, il a pas fait d'études, il parlait sarde en n'arrivant pas italien. Okay. Aujourd'hui, il parle 5 langues, c'est le patron de l'Angleterre, il gère 450 bonhommes, 35 millions de pounds de chiffre d'affaires, il gère ça tout seul. Avec son équipe, le mec a 32 ans, il a pas fait d'études. Et des histoires, et Tigran et moi, j'étais un petit entrepreneur, on avait tout approuvé il y a 8 ans, et aujourd'hui je vis à Londres avec ma famille, c'est passionnant, j'ai plein d'opportunités dans la vie elle est plus grande, elle est plus vaste, à toutes les échelles de la boîte, à tous les échelons de la boîte. Si on peut parler d'échelons, parce que je suis pas fan de ce concept, mais à tous les endroits de la boîte, il y a des gens qui grandissent. Et ça, c'est l'histoire de Big Mama, et c'est pour ça qu'on continue à faire ça. Quand t'as 17 restaurants, tu fais pas le 18e pour foutre une croix sur la carte, tu fais le 18e parce que c'est une nouvelle histoire qu'on raconte, c'est un nouveau lieu qu'on crée, et créativement, c'est passionnant, c'est quelque chose de nouveau qu'on partage avec nos clients, et c'est un défi humain pour toute l'organisation.
Donc quand on a monté Sunday, c'est une très bonne question. Pourquoi on a monté Sunday? Quand tu passes de 2 à 250 en 9 mois, on n'a pas peigné la girafe, c'est intense. C'est très intense. Donc pourquoi tu te lèves le matin? Parce que c'est un défi humain. Pour moi, c'est un défi. Ça m'oblige à être une autre personne tous les jours, à être meilleur, à remettre en question plein de codes que je pensais établis, plein de choses chez moi où je me disais bah tiens je fais comme ça, c'est comme ça qu'on fait, mais en fait non, tu peux faire mieux, tu peux faire différemment et ça marche aussi. Tu peux être à l'écoute d'autres méthodes, tu rencontres d'autres gens. Genre maintenant je travaille tous les jours avec des Américains, des Suédois, des Danois. On a une boîte qui est dans le monde, on a des gens dans le monde entier parce qu'on est 100% remote. La dernière fois je suis sorti d'un meeting et là j'ai un mec qui me fait un feedback qui me dit the meeting wasn't that crisp. Wasn't that crisp? Genre, t'étais pas assez croustillant, quoi. T'étais pas assez bon, quoi. Tu m'as un peu perdu. Je me dis, waouh. Bah ouais, faut que je sois meilleur, quoi. J'adore. Ouais, okay. Ça, c'est la première, ça. 2, c'est l'aventure. C'est vraiment l'aventure. C'est le concept des vacances. Tu peux aller en vacances à la plage, mais que tu y ailles 3 jours, 3 semaines, dans 3 ans, tu t'en souviendras plus. Ce sera une espèce de vague souvenir où tu peux aller en vacances en Amazonie. Alors, ce sera peut-être moins reposant, mais les gens avec qui tu seras allé, etc., c'est des vacances dont tu te souviendras toute ta vie et tu te souviendras de chaque jour, de chaque nuit, de chaque matin, avec des sangsues, de l'humidité, etc., et des aventures, voilà. mais tu t'en souviendras. Et moi, j'ai toujours adoré les vacances aventures et Sunday, c'est comme des grandes vacances aventures. Et puis la dernière chose, on en a parlé, c'est le purpose, la mission de cette boîte. Moi, je trouve ça génial qu'on travaille tous ensemble et avec nos clients et avec les restaurants, etc. à ce projet où on va gagner 15 minutes de temps par jour à des centaines de millions de personnes. Je trouve ça chouette. Ok. Juste une petite chose, je suis sûr qu'il y en a qui font envie de le dire, et peut-être même vous. Est-ce que vous avez pas eu peur à un moment de grandir trop vite? Trop vite, trop gros, peut-être? Au risque de pas être capable de gérer, en fait, cette croissance? J'ai pas peur. Parce que ça fait longtemps que je suis entrepreneur et ça fait longtemps que j'essaie de travailler sur moi et sur la peur. La peur, c'est une émotion. J'ai l'impression que je parle beaucoup des émotions avec ma fille qui a 5 ans. Je parle beaucoup des émotions avec moi-même. On n'a pas peur. Mais la raison pour laquelle on n'a pas peur, c'est qu'on se pose cette question-là tous les jours, 2 fois par jour. Et évidemment, c'est une question et évidemment, on y travaille. J'essaie juste de pas appréhender cette question à travers l'émotion que pourrait être la peur ou le fait de pas la regarder et de penser que je suis invincible, etc. On enlève les émotions, on regarde les faits. Évidemment, à quelle vitesse on grandit? Est-ce qu'il faut qu'on double de taille? Est-ce qu'il faut qu'on quadruple de taille? Ou est-ce qu'il faut en fait qu'on pose un petit peu? Et quels vont être les drivers rationnels pour répondre à cette question? 2 fois par jour, tous les jours, on se pose cette question. Si la croissance que vous avez, vous la maintenez ou peut-être qu'elle est encore plus grosse sur les objectifs que vous avez, est-ce que tu penses que avec l'objectif que tu as d'ici 5 ans, en gros, je répète, de devenir le PayPal du brick and mortar, il y aura d'autres levées de fonds déjà? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. On rappelle, enfin on l'a pas trop dit, mais donc du coup 24 millions, puis 3 mois plus tard 100 millions. Et donc là l'idée. Et on va vraiment arrêter dessus parce que je peux pas te prendre trop de temps. Je te poserai mes 2-3 petites questions à la fin. Mais juste sur ça, là, les 100 millions. D'ailleurs, vous avez, donc tu vas peut-être nous en parler aussi, le statut B Corp que vous avez obtenu. Mais surtout, à ce moment-là, le produit est déjà plutôt efficient. C'est quoi cet investissement versus ceux des 24? On n'a pas obtenu le statut B Corp, juste pas qu'on dise de bêtises à l'antenne, parce que tu peux pas l'obtenir avant au moins 1 an d'existence. D'accord. On travaille dur pour l'obtenir l'année prochaine quand on aura 1 an. Okay. Mais c'est quelque chose de vachement important pour nous. Big Mama, on a été la première B Corp dans l'hospitalité en Europe, et ça a eu un impact extraordinaire sur notre entreprise, sur la motivation des équipes, etc. On pourrait se faire quelque chose juste sur le B Corp. Je trouve que c'est une démarche extraordinaire d'entreprise. Et je suis très heureux d'en parler à qui veut en parler. Pour revenir sur la question sur la levée de fonds, avec du recul, quand on a levé nos 4 millions, on avait 9 restaurants live, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y avait une équipe, Tigrane, Christine, Victor, qui avait une intuition et qui avait validé cette intuition sur 9 restos, 3 pays. Là, tu leur donnes 24 millions et puis tu les revois à l'été. Nous, on cherchait pas d'argent. Et là, on voit des investisseurs à l'été qui disent, donc attendez, qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on voit qu'en fait, on a monté une équipe de 100 personnes dans 4 pays,
qu'on a lancé le truc avec succès, que cette intuition, elle se trouve validée dans des restaurants étoilés, dans des chaînes de burgers, dans des gros groupes, Vous avez battu vos prévisions. dans des petits oui, on avait largement battu nos prévisions. Et nos prévisions, elles étaient pas petites, parce que quand tu lèves 24 millions en cible, tu la lèves pas avec des petits chiffres. Tu dis, je vais tout casser. Et t'arrives et t'as fait mieux que tes chiffres, et t'as validé ton truc dans des boui-boui en province, au fin fond de l'Espagne, aux US, etc. Le truc, il marche, et il marche mieux que prévu. Plus, t'as une équipe de rockstar. Donc la vitesse d'exécution et le fait que notre intuition sur le produit, sur le fait que ce produit rencontre son marché, sur le fait que c'est le bon time to market et sur le fait que de tout ce qu'il faut faire pour peut-être un jour être le PayPal de brick and mortar, on est en train de se valider les premières étapes et que la vision du chemin, elle est probablement bonne et qu'il n'y a rien à changer. La somme de tout ça fait que des investisseurs nous disent, mais attendez, passez la seconde tout de suite en fait. Et Là non plus, t'as pas eu peur, mais vous êtes posé des questions. bah là, on s'est évidemment posé des questions et on a dit oui direct. Enfin, ouais. Non, on n'a pas eu le choix, c'est marrant parce qu'on a reçu une term sheet et la term sheet elle expirait 3 heures plus tard. J'appelle le mec et je lui dis, bah, tu te rends compte, c'est quand même beaucoup là de prendre 100 patates en 3 heures, tu penses pas qu'il faut... Enfin, déjà je vais prendre la nuit parce que je prends toujours la nuit, mais que je comprenne pourquoi tu fais ça. Et il dit, parce que je cherche des gens qui ont des gut feelings, qui savent prendre des décisions vite et qui savent avancer vite. Et que c'est certes un biais, mais c'est ma manière aussi de tester ce biais. Et si c'est pas pour toi, it's okay. Mais c'est peut-être pas pour moi non plus. Tu t'es aligné en 3 heures. Bon, j'ai rappelé le lendemain. Et vous avez levé 100 millions. Donc voilà. Écoute, un grand merci en tout cas pour le retour d'expérience. Je te pose juste les 2 petites questions et puis je te laisse après retourner à ton boulot. Juste savoir un petit peu pour toi, et vraiment pas propre à Sunday, hein. Je pense que tu peux aussi mixer avec Big Mama et avec peut-être aussi tes autres expériences qui ont peut-être été des échecs ou des succès. Mais c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi, si tu devais donner un mot, un groupe de mots pour le définir, le caractériser? L'entrepreneuriat, c'est l'aventure. Entreprendre, je pense pour moi, c'est être hors de la zone de confort. Être toujours hors de la zone de confort. Mm-hmm. Être capable de faire des choses qui sont pas attendues. Avant tout, pas attendues de moi. Donc c'est quand on écrit avec Xavier Niel en lui disant, tiens, en fait, t'as mangé chez nous, tu veux pas investir. C'est quand je sortais d'école, j'ai écrit à Stéphane Courbier en disant, tiens, il paraît que vous montez un fonds. J'ai écrit une lettre manuscrite que j'ai adressée au siège social de sa boîte et il m'a rappelé. Il m'a rappelé un petit gars qui sortait d'école, il me dit, tiens, voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai landé mon premier job, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Tigran, et puis c'est comme ça qu'en fait on a monté Big Mama, et puis ça a été le premier à financer Big Mama, etc., etc. C'est appeler Christine en lui disant, mais attends, je viens aller voir ta carte, tu veux pas qu'on monte un truc ensemble? C'est ce grain de folie mélangé à ce que ça à la discipline, à l'hygiène, à l'exigence que ça implique en termes de vie au quotidien, parce que être entrepreneur, c'est à la fois être un peu fou, faire des choses folles et cultiver le fait de faire des choses folles, et en même temps get shit done. Et pour get shit done, c'est de la discipline, de la rigueur, de la méthode. Discipline sets you free. C'est de l'organisation, délivrer, être digne de confiance, être capable de donner sa confiance. Voilà, ça, c'est le mélange au quotidien. Mais de manière plus générale, c'est cette aventure. Et bien sûr, c'est une aventure professionnelle, mais moi, mon boulot, c'est l'endroit où je passe entre 50 et 70 heures par semaine, je dirais. Je veux que ça compte, pas juste pour bosser, mais je veux que ça me nourrisse en tant qu'être humain. Et c'est cette aventure professionnelle, et humaine, et évidemment humaine. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Très clair. Mon autre question, c'est savoir en fait si tu avais la capacité de choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel, member, observeur, appelle-le comme tu veux, mais quelqu'un qui pourrait t'aider un petit peu sur ton business. Qui est-ce que ce serait, en fait, pourquoi? Je sais pas comme ça répondre à cette question, mais je peux te raconter la première personne qu'on a recrutée chez Sunday. Ouais. Un petit peu dans la même logique. Elle s'appelle Mathilde et c'est notre DRH. La première personne qu'on a recrutée, c'est notre DRH. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, avoir simplement une réussite business et financière, c'est ma deuxième boîte. Je vais partir du principe qu'en fait, on va y arriver. Et si on y arrive, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans,
On va se retourner en arrière, on dit, bon, super, on a monté une boîte qui marche, guess what? En fait, on avait déjà monté une, c'est super, mais en fait, then what? Évidemment, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais si on y arrive, je veux pas me retrouver à me dire, then what? Et en fait, on a juste fait ça. On a l'ambition, avec Christine et avec Tigran, de faire quelque chose de plus, et que l'aventure en tant que telle, l'aventure humaine au sein de la boîte, et la manière dont la boîte impacte le monde, pas juste à travers son produit et le problème qu'elle résout, créer quelque chose de positif qui nous rende fiers. Parce que je raconterai pas à mes petits-enfants le volume de GTV que je faisais par an et combien de centaines de combien de milliards on brassait de paiements en brick and mortar. La vie, c'est pas en milliards, en fait. La vie, c'est ce qu'on parle, 1 milliard ou 1 million ou 1 euro, en général. Il y a plus que ça. Hein. Et la première personne que j'ai recrutée, c'est Mathilde. Parce qu'elle est garante du fait que cette équipe, c'est vraiment une équipe. Cette équipe, elle cherche plus que des KPI en euros. Évidemment, ça commence par des KPI en euros parce que c'est un business, c'est pas une charity. Mais elle cherche plus que ça. Et que les gens qui participent à cette aventure, c'est des gens qui ont cet état d'esprit de vouloir devenir une personne meilleure, individuellement et collectivement, et qui poursuivent plus qu'un salaire à la fin du mois. Et on cherche tous ce même développement de nous-mêmes et de l'équipe à 360 degrés. Comment je vais être un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur fils, un meilleur etc. Pas juste un mec qui sort du KPI. Voilà, et puis les garants de la mission de la boîte. Et pour répondre à ta question, quand tu me dis ça, je me dis, qui est-ce que je pourrais trouver qui nourrirait, qui nous challengerait de manière sans faire de compromis sur est-ce qu'on est bienveillant, est-ce qu'on est bienveillant, est-ce qu'on a un impact, est-ce qu'on continue à regarder la big picture. Parce qu'il faut faire des décisions pour sortir de la LTV demain matin, mais est-ce qu'on regarde la big picture de quel va être l'impact de cette boîte sur son équipe et sur le monde à 5 ou 10 ans, si et quand elle aura marché. Bon, tu m'aurais dit quand t'as un an en tête. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais j'imagine que vous recrutez pas mal. Si tu peux en parler rapidement, je mettrai le lien. Ça doit être sur Welcome ou autre. Ouais, on est sur Greenhouse. Tu trouves tous les jobs qu'on cherche et plus. D'ailleurs, on n'a pas le temps de les publier tellement on recrute. Okay. Donc, bien sûr, on a le temps de les publier, mais il y a toujours un train de retard de quelques jours. Donc, je pense que... On contacte Mathilde directement ou Victor? On écrit sur le site, ça se passe hyper bien et on essaie de répondre à tout le monde. Je pense que un des prérequis pour que ça cartonne dans un job, c'est que les gens aient envie. Okay. En fait, quand t'es suffisamment smart et une bonne personne, etc., ce qui fait que tu vas t'éclater dans un job, faire l'extra mile et t'épanouir, et donc à force que tu vas faire un bon job et que ta boîte va te kiffer, et que ce mariage, en fait c'est un mariage, c'est 50-50, va prendre, il faut que t'aies envie. Moi j'ai toujours adoré les candidatures spontanées, parce que c'est des gens qui ont envie. Et moi j'ai jamais hésité à envoyer mes propres candidatures spontanées, que ce soit pour bosser, pour lever des fonds, pour que sais-je, parce que je pense que avoir envie, c'est important dans la vie. Écoute, ça conclut parfaitement notre heure et quelques d'échange. Désolé, je suis allé en point overtime. Un grand merci Victor pour ce retour et pour cette heure de conversation. Merci à toi. C'était pas trop long. Merci pour tes questions bienveillantes et c'est le mot d'ordre. Sunday dans la tête d'un CEO, c'est la bienveillance. Bon, en tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao Victor. Salut, bonne journée. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.